Le sponsor de cet épisode est Vertical Studio, chez qui j'ai eu la chance d'enregistrer mes derniers épisodes et celui-ci. C'est un studio pro situé à Louvain-la-Neuve, hyper bien équipé, conçu pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les coachs ou les entreprises qui veulent passer à la vitesse supérieure, sans se prendre la tête avec la technique évidemment. Le podcast, c'est surtout la bonne excuse pour avoir des discussions profondes, sincères et authentiques avec des personnes avec qui peut-être vous n'auriez jamais pu échanger. Alors si vous êtes indépendant, indépendante ou une entreprise, lancer un podcast, c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui de vous positionner comme un expert, de créer du lien avec votre audience et de générer du contenu hyper puissant pour vos réseaux. En un tournage, vous repartez avec des dizaines de contenus, un épisode de podcast complet, des extraits vidéo, des formats courts pour Instagram, TikTok et LinkedIn. Et surtout, l'équipe du Vertical Studio est à l'écoute ultra pro et peut même vous aider à clarifier votre vision, structurer vos idées et préparer votre venue pour que tout soit fluide, impactant et aligné avec vos objectifs. Donc, si vous y pensez depuis un moment, c'est peut-être le signe que c'est le bon moment. Cherchez simplement Vertical Studio sur Instagram ou envoyez-moi un message et je serai ravie de vous mettre en lien. Et encore un énorme big up au Vertical Studio de soutenir ce podcast. Bienvenue dans Planète Daron, le podcast belge qui lève le voile sur les réalités des parents. Alors dans ce podcast, nous n'avons qu'une seule mission, informer à travers des expériences de vie, avec comme valeur principale la transmission. Alors accrochez-vous parce que ça décoiffe sur cette merveilleuse et périlleuse planète des darons. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Axel Balieu. J'ai fondé ce podcast en février 2023, après avoir vécu un immense bouleversement à la naissance de mon fils. Et dans mon autre vie, je suis responsable des campagnes publicitaires pour mes clients dans une agence média à Bruxelles. Abonnez-vous pour ne rien rater sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube et sur TikTok. Je suis hyper ravie de vivre cette aventure avec vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir et d'encapsuler l'histoire d'une meuf qu'on adore et que nous connaissons toutes et tous. On la suit depuis ses débuts, on l'a vu grandir, se révéler, éclore comme une fleur. On a puisé de la force dans ses silences, de la résilience dans ses choix. On l'a vu croire en ses rêves, serrer les dents, traverser les tempêtes, mais aussi s'aligner, se prioriser, s'aimer et rire aux éclats. Je vous épargne le suspense, il s'agit évidemment de Jill van der Meulen, que beaucoup connaissent sous le nom de Silent Jill. Créatrice de contenu, entrepreneur, elle fut animatrice, maman de 4 enfants. Elle fait partie de ces femmes qu'on croit connaître parce qu'on les voit souvent. Et pourtant, derrière l'image, il y a une femme en mouvement, en transition, en réparation. Comme nous toutes en fait. Ce n'est pas plus facile pour elle parce qu'elle est visible. Ce n'est pas plus simple parce qu'elle poste des stories et qu'elle a des collabs avec des marques. Non. Elle vit, elle doute, elle choisit, elle renonce parfois. Et elle recommence aussi. Elle a traversé différentes formes de maternité, construit une famille recomposée, elle élève une ado qui entre à son tour dans la lumière et a accueilli un nouveau bébé avec d'autres conditions, d'autres envies, d'autres peurs aussi. Avec elle, on va parler de ça, de maternité, de matrescence, d'entrepreneuriat, de charge mentale, de reconstruction et de liberté. Parce que l'envie d'un enfant, c'est un mystère qui appartient à chacune d'entre nous. Il surgit parfois tôt, parfois tard, parfois doucement, parfois comme une urgence. Et entre l'horloge biologique, les histoires bancales, les projections extérieures, on fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. Jill, elle nous rappelle que rien n'est figé, qu'une immense déception ne veut pas forcément dire renoncement. Parfois, ça veut juste dire recommencement. Qu'il n'y a pas de règle pour faire un enfant dans un couple et que parfois, c'est une évidence. Alors, comment on avance? Comment on rêve encore? Comment on s'épanouit professionnellement en tant que femme quand on devient mère très tôt? On ne fout pas forcément sa vie en l'air? Est-ce que ça veut dire qu'on renonce à soi ou au contraire, qu'on apprend à se choisir différemment? Je vous laisse découvrir Jill comme vous ne l'avez sans doute jamais entendue. Je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Jill. Bonjour Axel. Je suis ravie de te recevoir dans le studio de Vertical View aujourd'hui et dans le podcast de Planète Daron. Merci beaucoup, c'est un immense honneur, vraiment. Écoute, je suis ravie d'être là et quelle sublime introduction qui m'a mis les larmes aux yeux. On ne pouvait pas mieux décrire un petit peu, en gros, ma vie, quoi. Ah ben, écoute, parce que j'avoue que c'est pas facile en fait d'écrire une introduction avant d'enregistrer l'épisode. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je connais, tu vois, c'est très intuitif finalement. Et Ouais. du coup, j'avais vraiment peur de ne pas être juste. Mais Mais c'est chouette parce que ça veut dire que je montre aussi
quelque chose d'authentique. Ouais. Parce qu'à travers ce que je montre, puisqu'on ne se connaît pas personnellement, donc à travers ce que je montre, tu as vraiment pu capter ce que je suis, en fait, qui je suis. Et donc, c'est... Bravo. Bravo à toi. Merci en tout cas pour ton authenticité. Et je pense que c'est ça que les gens aiment et adorent chez toi. C'est ton authenticité, la façon d'être toi au naturel, en permanence, devant, derrière une caméra, au quotidien. Merci pour ça. Merci pour ce que tu transmets, Jill. Mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux quand même, encore une fois, pour la 1000e fois, te présenter? Donc, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Jill van der Meulen. J'ai un nom bien belge. Et je suis maman de 4 enfants. J'ai 37 ans et j'ai eu 1000 vies. Oui. Je peux pas me présenter autrement que comme ça parce que c'est vraiment le cas. J'ai eu 1000 vies. J'ai l'impression d'être une vieille âme, mais sans avoir eu d'autres vies. Tu vois, une vieille âme dans ma vie. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais si tu dois définir ton métier aujourd'hui, tu te définis comment? Multicasquette. Est-ce qu'on peut appeler ça un métier? Il y en a tellement. Premièrement, mon plus grand métier, c'est mon métier de maman. Ouais. 4 enfants, c'est pas rien. C'est déjà un métier à temps plein quand on en a un, mais quand on en a 4... Un délire. C'est un délire, hein, vraiment. Je me demande comment je fais parfois. Mais donc oui, mon plus grand métier, mon métier le plus important, c'est mon métier de maman. Et puis j'ai mon métier de créatrice de contenu avec mes 2 chaînes YouTube, avec mon compte Instagram, mon compte TikTok, ma page Facebook. J'avais cette casquette d'animatrice, mais on me voit et on m'aperçoit encore assez régulièrement en télévision. Plutôt cette fois-ci en tant qu'invitée qu'en tant qu'animatrice, mais j'ai eu ce métier pendant presque 10 ans. Quand même. Hein. Oui. Et puis, je suis entrepreneuse, chef d'entreprise, hein, finalement, avec là aussi diverses casquettes, puisque j'ai la casquette de chef d'entreprise pour la création de contenu. Et puis, j'ai ma marque de parfum d'intérieur que j'ai co-créée avec Simon dans un premier temps. Et puis là, on arrivera bientôt avec la nouvelle, le rebranding, où ma sœur est venue créer en fait tout ce rebranding avec nous. Voilà. Toujours en famille, finalement. La famille, pour moi, c'est le plus important. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'amis dans ma vie qui étaient d'origine méditerranéenne ou d'origine africaine, d'origine même, de diverses origines, où je voyais et je remarquais que la famille était beaucoup plus importante chez eux que chez nous. Ouais. Et j'ai vraiment pu faire un point entre, OK, comment ça se passe chez nous en tant qu'occidental et chez les autres. Et je suis venue vraiment ramener, en fait, des éléments que je voyais chez mes potes, où je me dis, mais vous êtes tellement plus famille que nous, quoi. Et je trouve que c'est un truc qui manque vraiment très, très fort chez nous, famille occidentale. Et donc, pour moi, c'est super important de faire les choses en famille. Ben écoute, tu fais une magnifique transition parce que, en fait, j'ai envie de directement me replonger dans ton enfance. Qui était la petite Jill? Si tu regardes en arrière, tu te vois enfant, quel genre de petite fille tu étais, quel genre d'ado tu étais et de quoi tu rêvais petite? Alors, petite, j'ai toujours été une enfant très dynamique, très solaire, très souriante. Et pourtant, on va redescendre encore un petit peu plus. Lorsque mes parents ont divorcé, j'avais un peu plus de 2 ans. Ma maman m'a raconté que pendant tout un moment, je ne parlais quasiment plus. Donc, aussi petite que j'étais, je vivais très mal la séparation de mes parents. Mais quand je vois des vidéos de moi petite, puisque ma maman filmait énormément, donc j'ai été devant une caméra très, très tôt. Je faisais des vlogs avant l'heure, si tu veux, puisque ma mère filmait absolument tout. Mais elle ne le diffusait évidemment pas. Mais j'ai des dizaines et des dizaines de cassettes de famille. C'est extraordinaire d'ailleurs à revoir. Et quand je me vois, je me dis, j'étais tellement solaire, quoi. J'étais hyper joviale, joyeuse, hyper spontanée. J'allais vers tout le monde. Je chantais tout le temps, je dansais, je faisais des spectacles. Et vraiment, j'étais déjà
celle que je suis aujourd'hui. Ah oui. Parce que je jouais à l'animatrice télé, je présentais le JT, je présentais la météo, je faisais des animations. Je passais des heures et des heures dans mon jardin, seule, à parler, Incroyable. à créer des personnages. Ma mère, d'ailleurs, me disait, mais à qui est-ce que tu parles? Je disais, mais oui, mais non, mais laisse tomber. En fait, je jouais vraiment plein de personnages différents. Je m'imaginais être chasseuse de tornades, puis j'étais agent de police. Et je te jure, je pouvais passer des journées entières à parler toute seule et à vivre À dans mon vivre, ouais. propre monde, quoi. Et adolescente, tu as toujours continué à incarner cette vie que tu t'imaginais. Est-ce que, je sais pas, tes études, qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu avais un objectif précis? Moi, par exemple, mon rêve, c'est de présenter le JT. Est-ce que tu avais ce genre de rêve aussi? Alors, je me suis progressivement dirigée vers la chanson. Ah oui, Mon c'est juste. papa était un petit chanteur belge qui a eu son petit mini-succès dans les années 80, mais surtout, en fait, à la maison, on avait un studio d'enregistrement dans la cave Incroyable. où passaient des chanteurs comme Jeff Bedard, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais qui était un chanteur belge vraiment très connu et qui enregistrait tous ses albums chez nous. Mon père enregistrait plein de trucs et donc je passais beaucoup, beaucoup de temps dans le studio quand j'étais chez lui. Et je m'essayais un petit peu à la chanson et j'ai vraiment pris goût à ça et c'est devenu ma passion première. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est j'étais super fan de Pour la gloire. Ok. Émission sur la Ouais. RTBF, présentée par Carlos Vaquera. Et je regardais ça en étant émerveillée. Je devais avoir entre 11 et 13 ans, quoi. Et donc, je demande à ma mère à pouvoir passer les castings. Ah ouais. Et je chantais, mais je chantais jamais devant ma famille. Je chantais enfermée dans les toilettes parce que Ouais. ça résonnait super bien. Oui, évidemment. Et donc, j'ai passé des heures et des heures dans mes toilettes à chanter, assise par terre, et à m'enregistrer sur une petite radio Fisher-Price avec un... Je sais vois pas, très tu bien vois, les la petites petite radio Mais rouge. oui, avec le tout petit micro, le bourron. Oui, je vois bien, je vois bien. Eh bien, mes premières chansons, je les ai enregistrées sur ce petit magnéto. Et ma mère me dit Ok, bon, Gilles, tu veux passer un casting, mais est-ce que tu sais chanter? Et donc là, je me rappelle très bien de cette scène. Je suis dans la cuisine, chez nous, à Wemel, et je mets une chanson d'Hélène Ségara, et je chante. Et là, ma mère me regarde et me dit Mais tu sais chanter, en fait? J'étais Je pense bien. Et donc, on a fait un premier casting. Et je rate mon casting. Je fais donc l'audition avec une chanson d'Hélène Ségara et je suis pas sélectionnée. Grosse déception. Grosse déception, oui. T'as quel âge à ce moment-là? Je pense que je dois avoir 12 ou 13 ans, quelque Ah oui. chose comme ça. Toute jeune. Et puis ensuite, c'est un peu flou dans ma mémoire, mais je sais que je refais à nouveau un casting. Et là, je décide d'interpréter Les enfants de l'an 2000 de l'âme. Et je suis sélectionnée. Incroyable. Incroyable. Donc à ce moment-là, je pense 14 ans et demi, puisque je suis en internat, dans le même internat où est ma fille aujourd'hui. On y reviendra plus tard. Et je sors du train à la gare de Bruxelles. Je rentre dans l'internat le vendredi avec ma petite valise. Et je suis accostée par une équipe de télé qui me dit « T'es bien Gilles? Oui, ben voilà, on t'annonce, t'es sélectionnée pour la gloire. » Ah, tu savais pas, c'était genre surprise. C'était surprise. Incroyable. Ils te l'annonçaient de manière un peu, tu vois, ils arrivaient soit dans les familles, soit Mais tes parents ils venaient te savaient. chercher à l'école. Mes parents savaient évidemment, tout Oh, était punaise, programmé. Quelle surprise. Et donc là, énorme surprise. Et t'as cette séquence incroyable où tu vois toutes les filles de l'internat qui continuaient leur chemin dans le train, qui sont à la fenêtre. Et je dis, je suis prise pour la gloire. Et tu vois tout le monde qui hurle dans le train. Super génial, quoi. Mais oui, c'est génial. Et donc là démarre ma première expérience télévisuelle, artistique, Mais oui. en tant que chanteuse, puisque j'intègre cette promo-là de Pour la gloire dans la section junior. Et je vais jusqu'en finale. Incroyable. Ouais, je vais jusqu'en finale. Finale, c'est une autre jeune fille qui gagne l'émission, mais j'ai quand même, tu sais, Pour la gloire, ils te donnaient des micros. Tu avais micro d'argent, micro de bronze, Oui. et donc j'ai eu micro d'argent, micro de bronze. Et c'était une expérience extraordinaire qui m'a vraiment envie et donné l'envie d'aller plus C'est loin ça. dans ce métier-là. Mais du coup, le métier, c'était vraiment ton rêve à ce moment-là, devenir chanteuse. Mhm. Je voulais vraiment devenir chanteuse. C'était mon Une star mon but ou ultime. chanteuse? Non, je voulais vraiment devenir une star de la chanson. Ah, c'est ça. Ouais. Moi, tu sais, j'ai grandi avec Céline Dion, avec Whitney Houston, enfin, avec vraiment avec Christina Aguilera, Britney Spears. Donc,
j'avais trop envie d'être comme elle, quoi. J'avais Bah, vraiment évidemment. envie de vivre ce rêve-là. Mais je veux pas chanter en français, je veux chanter en anglais. Donc pour ça, il faut apprendre à parler anglais. Et donc j'arrive à convaincre mes parents de me laisser partir 1 an, à l'âge de 16 ans, aux États-Unis en tant qu'étudiant échange. Donc je pars, me voilà partie à 16 ans dans une petite ville du fin fond de l'Arizona, à Prescott, pour apprendre l'anglais. Et j'arrive, je parle pas, je Mais tu vas à pète pas l'école? un mot d'anglais. Et je vais évidemment là-bas 1 an à l'école. Dans un lycée, du coup. Exactement. Ouais. Et j'ai la chance de tomber sur une famille qui a une fille de mon âge, 1 an plus âgée que moi. Et c'est hallucinant parce que physiquement, on se ressemble Ah et ouais. on est les mêmes. Ah, On trop est toutes bien. les deux sagittaires. Et c'est genre ma sœur jumelle, quoi. C'est Ah un ouais, truc c'est de dingue. dingue. Et j'ai fait les 400 coups pendant 1 an. Sans blague. Vraiment, les 400 coups. J'ai notamment demandé la permission pour mes 17 ans. J'ai fêté mes 17 ans là-bas et j'ai demandé à ma mère si je pouvais me tatouer un tout petit papillon discret. J'ai fini avec un énorme tribal papillon dans le bas du dos, que je regrette amèrement. hein. Sans blague. Je l'appelle le tatouage de la honte. le stram stamp, comme on l'appelle. Oh là là. Dans le bas de mon dos, ouais. Et donc ma mère m'a dit, mais il est quand même grand ce tatouage. Non, non, du tout, c'est un effet de photo. Non, il est énorme. Il fait tout le bas de mon dos. Punaise. Mais du coup, et après, tu fais la Starac. C'est Genre, là tu- qu'arrive la ouais, Starac. c'est ça. Exactement. Et là, la Starac, tu crois toujours, enfin, tu fais toute la Starac, et après ça, tu as toujours cette ambition de vouloir être chanteuse. Non, alors, attends. Ah. Donc, je suis aux États-Unis. Ouais. La Starac voit les tapes pour la gloire. Ouais. Donc, j'avais 14, j'en ai 17. Et en fait, ils contactent mes parents. Ah, et donc, c'est mes ça. parents leur disent, écoutez, Jill, elle est aux États-Unis, elle ne revient pas avant fin juin. Donc, les castings ont déjà évolué, si tu veux. Mais ils veulent absolument me rencontrer. Donc, au mois d'août, j'ai un casting à la Tour TF1, un des castings vraiment... un des derniers castings de cette année-là. Je me retrouve déjà avec des gens qui ont fait des heures et des heures et des heures de fil avant et je me retrouve à chanter devant Alexia Laroche-Joubert et Pascal Nègre qui est directeur d'Universal Music, quoi. Incroyable. Et je chante une chanson une pop star R&B française de l'époque. Son nom me reviendra peut-être plus tard, bref, c'est pas grave. Mais je chante une chanson française type R&B. Et ensuite, je suis dans la foulée, dans la semaine qui vient, j'apprends que je suis sélectionnée pour participer à la saison 5 de la Star Academy. Et tout se passe très très vite. Ouais, c'est dingue. Ça se fait vraiment très rapidement. Moi, je suis censée rentrer à l'école au mois de septembre. Parce que tu es toujours en secondaire à ce Ouais, je moment-là. suis toujours en secondaire. En plus, j'ai un parcours scolaire catastrophique puisque je suis TDAH, je suis dyscalculique. J'en touche pas une à l'école. Vraiment, rien ne m'intéresse. C'est compliqué. Ça me saoule, c'est compliqué à mort. J'arrive pas à me concentrer à l'école. J'ai des résultats scolaires qui sont vraiment pas bons. Et donc, je me retrouve à choisir une option que j'ai pas spécialement envie de faire. Et donc, comme j'adore les enfants et que j'avais fait aux États-Unis une option sur... parce que, petite anecdote, mais aux États-Unis, en secondaire, dans l'école où j'étais, il y avait une crèche pour les teen moms, puisque c'est bien Incroyable. courant. Ouais, bien. Mais après, moi, je suis admirative de ça parce que plutôt que d'exclure Mais les c'est ça. jeunes femmes, On les inclut, on on les inclut aide. et on les aide. Et donc, Ah il y oui. avait un cours qui s'appelait Child Development, où tu pouvais vraiment apprendre un peu comme un cours de puéricultrice, Ouais. mais en secondaire, quoi. C'était une de mes options à l'école, parce qu'aux États-Unis, tu peux avoir poterie, Oui. tu peux avoir... Ouais. danse, Hyper créatif. c'est hyper créatif. Ouais. Et tu peux passer ton permis de conduire, c'est une de tes options à l'école. Ah, mais ça, c'est Apprendre ton dingue. permis de conduire. C'est génial. Bah oui. C'est vraiment Mais génial. oui, non, ouais. Incroyable. Et donc, il y avait une crèche au sein de l'école. Et comme moi, j'avais fait ce cours-là et que j'adore les enfants et que j'ai toujours voulu être une jeune maman, je m'étais dit, bon, ok, je vais aller en puériculture. Et donc, j'arrive en professionnel, sauf que après la Starac, je débarque dans cette école et très clairement, la population de l'école n'était pas spécialement très accueillante et on me menace à l'entrée de l'école et Parce j'ai qu'ils eu savent peur. déjà que tu es un peu une petite star ou que tu as déjà fait des choses. C'est-à-dire que je sors de la Starac et que je sors de la Starac. Mon Dieu.
et je veux reprendre l'école, en fait, si tu oui, veux. c'est ça, ok, Tu j'avais vois? pas suivi. Oui, Ah donc oui, pardon, ah je oui, fais oui. la Starac, je sors de la Starac Et tu vas là en professionnel. et je veux continuer mes études puisque Ah je oui. sors de la Starac, on est en octobre. Ah oui. Et j'arrive à l'école et c'est mort, en fait. Vraiment, ça, on me laisse pas le choix parce que on me fait me sentir que si tu viens dans l'école, genre j'avais des filles qui me voyaient passer dans les couloirs, qui me faisaient des signes, genre qu'elles allaient, tu vois, elles faisaient genre on va te tuer. Ah, tu viens dans l'école, on te bute et tout. Enfin, je me fais escorter par le prof de gym alors que je venais visiter l'école. Enfin, l'horreur. Non. Donc, je me dis, mais c'est mort, en fait, je retourne plus à l'école. non. Je vais mourir si Mais je vais à évidemment. l'école, tu vois. Donc, je dis non, je dis à ma mère, je dis c'est mort, je retourne pas à l'école et j'arrête T'arrêtes, l'école à ce moment-là, quoi. Et voilà. Et Je te du laisse coup, parler. tu fais pas d'études supérieures. Non, Tu t'arrêtes à ce moment-là. j'ai pas de diplôme de secondaire. Ouais. Comment tu le vis à ce moment-là? À ce moment-là, je le vis pas mal parce que de toute façon, j'aimais pas l'école Oui, et c'est que c'était un peu genre ouais, je vais essayer d'avoir mon diplôme de fin de secondaire, mais voilà. Et est-ce que même pour tes parents, est-ce que vous avez eu des discussions? Est-ce que tu vois vraiment ils se sont inquiétés de ton avenir ou ils se sont dit mais Jill, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je pense bien, mais comme je suis quelqu'un qui est assez têtu et quand j'ai quelque chose dans la tête, faut pas essayer de me l'enlever parce que c'est comme ça et pas autrement. Et j'arriverai toujours généralement à mes fins, ce qui peut être une qualité mais aussi un défaut évidemment. J'ai tendance à aller tête baissée, droit dans le mur, et ce n'est qu'une fois que je me suis pris le mur que je me dis ok bon Mais allez comment on on répare? recommence, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est bien parce que ça m'a permis aussi À fond. d'évoluer. Si je n'avais pas eu toutes ces expériences de vie, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, clairement. Mais ma pauvre maman a quelques dizaines de cheveux blancs à cause de moi. Elle a dû oui, un petit peu s'inquiéter, mais Ouais. justement, je voulais te demander quelles sont les valeurs que ta famille, tes parents t'ont transmis. Oui, avec quoi tu as grandi? Quelles sont les valeurs avec lesquelles tu as grandi? Comme j'ai grandi dans un milieu qui était assez artistique, mes parents ont d'abord été mannequins pendant des années, puis mon papa, je te le dis, il était dans le milieu de la musique. Mes parents m'ont toujours appris à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça. Peu importe le métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier et surtout, tout le monde est important. Aujourd'hui, on est les deux têtes d'affiche de ton podcast, mais si on n'a pas toute l'équipe Derrière, des techniques qui est derrière, il n'y a pas de podcast. évidemment. Il n'y a pas une belle image, il n'y a Non. pas un beau son. Tu vois, on est une équipe. Tout à fait. Et on est tous importants. Et c'est pour ça que j'aime vraiment valoriser les personnes avec qui je travaille, que ce soit dans mes vlogs ou même dans une petite story. Je n'ai jamais de mal à mettre en avant les personnes de l'ombre. Parce que je trouve qu'ils sont tout aussi méritants que moi qui suis dans la lumière. Si pas plus méritants que moi, parce que c'est eux qui font aussi que finalement tout prend forme. Non, je comprends. Et maintenant, je comprends mieux d'où vient cette générosité que tu as et que tu incarnes tellement et tu transpires la générosité. Vraiment, ça, tu rayonnes, c'est écrit sur ton front en Ah oui, grand. ça fait vraiment partie de moi. Je pense que c'est une de mes qualités premières, Ouais. c'est la générosité. Et donc, finalement, c'est tes parents qui t'ont transmis ça. Oui, vraiment. Je crois aussi très fort en l'univers et pour moi, plus tu donnes, plus tu reçois. Ouais. Et j'ai vraiment pas de mal à donner. Et j'ai un mal fou. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. Surtout dans notre milieu, j'ai du mal, en fait, à ne pas comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes sont tellement renfermées, tu vois, sur leur propre petite image et Très nombriliste. très nombriliste. Et tu sais, enfin, le YouTube game, c'est un milieu. C'est dur. Ouah, c'est compliqué, rude. quoi. C'est que du copinage, c'est que du... on fait des vidéos avec un tel, parce qu'on se connaît, parce qu'on est un groupe. J'admire tellement le système américain pour ça, parce que en fait, ils ont tout compris. Ils ont compris que plus on se rassemble, plus on est fort, Ouais. parce qu'on se tire les uns et les autres vers le haut. Et chez nous, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment... si t'as pas ton million d'abonnés, bah, tu vas pas faire de feat avec un tel ou un tel. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement ce truc de... ouais, mais non, mais alors ça veut dire qu'elle va prendre des abonnés. Et genre quoi, tu vois, enfin, moi, je reçois des invités sur ma chaîne qui ont nettement moins d'abonnés que moi. Ils vont prendre des abonnés de chez moi, puisqu'il y a des gens qui vont les découvrir, mais
Ça veut pas dire que mes abonnés vont Ils se vont partir, désabonner. mais évidemment. C'est complètement Mhm. débile de penser comme ça, en fait. Ah oui, non, ça fait. Tu vois, et de vouloir absolument tirer la couverture rien que pour soi et de dire, ouais, en fait, tu peux faire des feats, mais que si tu as un nombre d'abonnés qui est suffisant ou tu n'es... on te considère, en fait. Que Tu vois, à partir d'un c'est certain ça. moment. C'est ça qui est ouais. horrible. Et parfois, enfin, je vais dire les choses telles que je le pense, tu fais parfois mieux le taf que certaines personnes qui ont des millions Tout à d'abonnés. Tu t'investis beaucoup plus en termes de qualité de travail, en termes de recherche de temps et tout ça, et t'es pas considéré dans le milieu parce que t'as pas un certain nombre C'est d'abonnés. ça. Et ça, j'ai vraiment du mal à le concevoir, quoi. On est tout à fait alignés, mais je suis contente de l'entendre d'une grande créatrice une grande créatrice de contenu, de savoir que tu penses la même chose. Et que je vis, même à mon niveau, Ah ouais, je tu vis vis la même encore chose. toujours ça, quoi. Tu dois parfois un peu gratter pour avoir une certaine collab ou... Enfin, j'imagine que tu es au-dessus de ça, mais est-ce que tu as vraiment un rêve... Enfin, un rêve, j'abuse un peu dans mes mots. Je suis toujours un peu... J'exagère tout le temps. Mais quelqu'un avec qui tu as vraiment très envie de collaborer et tu te dis, jamais elle va accepter parce que j'ai que 572 000 abonnés. Il y a plein de... Il y a vraiment... Parce que moi, alors, j'ai pas de bête noire dans le milieu du YouTube game et je m'entends bien avec tout le monde, donc ça, c'est quand même très chouette aussi. Mais c'est vrai que parfois, j'ai envie de faire des fit and fun avec des plus gros youtubeurs français et je suis jamais invitée, on me Ouais. propose jamais, tu vois. Et donc, je me dis, mais pourquoi, tu vois, est-ce qu'on n'aime pas ma personnalité ou bien est-ce que c'est parce que je suis pas assez big ou bien, tu vois. Et c'est même pas que j'ai envie... C'est même pas que je me dis pas comme ça mettra plus de lumière sur moi et du coup je vais monter et je vais avoir plus d'abonnés, mais c'est parce que je me dis ils ont l'air de bien se marrer, moi aussi j'ai envie d'aller rigoler avec eux, tu vois, évidemment. parce que c'est mon milieu et c'est ton mon métier. boulot, c'est mon métier. Mais oui, c'est ton métier. Et souvent, tu vois, j'ai un peu... Et ça, c'est quelque chose dont j'ose pas trop parler parce que j'ai peur de la manière dont ça va être perçu des autres. Et j'ai pas envie d'être là, tu vois. Non, je comprends tout à fait. Elle se plaint parce qu'elle fait pas des trucs avec les autres. Mais j'invite tout le monde sur ma chaîne. Et mis à part, évidemment, Gaëlle ou Chéra, avec qui j'ai déjà pu faire des petites choses. Tu vois, c'est des filles que je connais vraiment. On m'invite jamais nulle part. Tu vois. Et donc, je suis là... C'est encore un autre débat. C'est On un y autre reviendra débat. peut-être parce que j'ai préparé quelques petites questions autour justement de la Ok. notoriété, etc. Mais pour revenir du coup sur ton enfance, donc on a bien compris quel enfant tu étais. Donc tu arrêtes tes études secondaires. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là professionnellement? Quel premier boulot tu fais? Je travaille pour mon grand-père qui était distributeur de marques de cosmétiques. Ok. Et je démarre vraiment tout en bas de l'échelle, quoi, hein. Donc, pour mon grand-père, hors de question de me donner un poste à responsabilité, hors de question de me mettre un salaire de Mirobolant. quelqu'un qui est là depuis des années. Non, 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 je démarre vraiment en bas de l'échelle et je suis vendeuse en grand magasin pour la marque Clarins. Ok. Puisque mon grand-père était importateur de Clarins, Thierry Mugler, Lalique, Lacoste... des marques comme ça. Et donc, je suis formée, bien évidemment. Donc, j'ai été formée au maquillage, aux soins. Donc, j'aurais pu très bien, par la suite, me diriger vraiment vers de la création de contenu style make-up, produits de soins et tout ça, puisque ça a été mon métier premier pendant plus de 5 ans. À fond. J'étais vraiment spécialiste en produits de soins visage et corps et en maquillage. Et j'ai travaillé j'étais une des responsables du stand Clarins à l'Innovation Rue Neuve, à Bruxelles. Et j'ai bossé là pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'accouche de ma fille. C'est ça. Et quand tu accouches, du coup, parce que du coup, on connaît malheureusement cette histoire où la double gifle de tu es enceinte très jeune et le papa ne veut pas de cet enfant, c'est ça, hein, exact, ne veut plus de moi et ne veut pas de l'enfant par la même occasion. Dramatique. Oui. Et à ce moment-là, comment tu fais pour gérer? Tu vois, là, tu deviens maman. Est-ce qu'à l'époque, tu vis déjà une matrescence? Est-ce que tu es déjà... Parce que, bon, tu as fait la Starac. Tu deviens maman. Tu es vendeuse. Parce que finalement, ce n'était pas l'ambition première que tu avais. Tu voulais être une grande star. Est-ce que là, à ce moment-là, c'est déjà une douche froide de « OK, je ne vais pas devenir une Beyoncé »
En fait, on n'en a pas parlé, mais j'ai été extrêmement déçue de la Star Academy. Non pas par l'expérience en elle-même, parce que j'ai adoré la vie au château et j'ai adoré les cours. C'était incroyable. C'était génial. Ouais. C'est toute cette prod derrière qui est extrêmement calculatrice. Tu n'es qu'un pion. Oui. Tu es un objet de marketing à vendre, tu vois. Donc, c'est dans quelle Tu case... le comprends à ce moment-là ou Non. ça, c'est avec... Non. Je le comprends bien plus tard. Oui, Je le ça. comprends bien plus tard. Mais aujourd'hui, vraiment... il y a des choses qui seraient inadmissibles. Par exemple, rien que d'un point de vue de la sexualisation de la femme. Moi, faut pas oublier quand même que je suis mineure quand j'intègre la Starac et qu'on ne me permet pas de mettre des pantalons lors des primes parce que, je cite, Jill, il faut qu'on monte tes jambes. Donc, on doit te mettre des mini-jupes. Et donc, c'est, Jill, tu es un petit peu trop en jogging dans les quotidiennes. Il faut que tu t'habilles quand même un petit peu plus sexy. Et je suis là, mais ça n'est pas moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas cette personne-là, mais je le fais parce qu'on que te dit de le faire. On me dit de le faire, vraiment. Donc, et quand je sors de la Star Academy, c'est vraiment merci, bonsoir, au revoir, tu vois. Il y a c'est pas de retour, Ouais. on te met dans le train, on met à la méthode Coé, on met en émission radio sur Énergie en live, on pose des questions super déplacées du style toi et Grégoire en salle CSA, il s'est pas passé des petits trucs et moi je suis là, j'ai 17 ans, je suis dans mon hôtel seule, j'ai personne de la com de la Starac avec moi et je suis là en live, j'ai jamais fait de radio et je sais pas quoi dire quoi, et je suis hyper mal à l'aise. Je me retrouve à la méthode Coé où on me demande, véridique, on me demande de me lever de mon siège et de faire un petit tour sur moi-même. Et on me dit, c'est super joli, c'est de qui que tu tiens ça J'ai 17 balais. Oh, punaise. Et t'es un peu... Avec tous des adultes autour de la table. Et est-ce que du coup, on te pousse à dire, parce que finalement, on te pousse à dire des choses et à incarner un personnage, est-ce que toi, en tant que jeune fille, tu te sens gênée par rapport... Tu dis, mes parents vont voir ça, vont entendre... Non, ça, non. Pas du tout par rapport à mes parents, mais je me dis, ok, je dois incarner ça. Je dois incarner ça. Mais c'est pas toi en plus. Non, alors j'ai pas de souci à incarner la fille un peu glamour, sexy et tout ça, puisque ça a été un parcours, on en parlera aussi dans mon boulot, mais en fait, je me dis, ok, donc... on attend de moi à ce que je sois la fille un peu charmeuse et un peu sexy. Et ça va vraiment perturber ma construction de femme à ce moment-là. Ça va vraiment me perturber. Parce que, en fait... Perturber à quel niveau ? Qu'est-ce que tu te poses comme question ? Parce que pour moi, c'est ma normalité. Ah ouais, c'est ça. C'est ma normalité. Et en fait, je suis très jeune, je comprends pas trop ce milieu. Et en fait, c'est comme ça qu'une femme doit être. En fait, tu vois, je suis un peu un petit jouet. Elle est sexy, elle est mignonne, elle est bien gaulée. Ok, je vais assumer alors ce côté-là, puisque c'est ça qu'on attend de moi. Ouais, c'est ça. Et je vais vraiment avoir une construction un peu... j'ai pas du tout honte de cette construction-là, parce que c'est comme ça que moi je me suis construit, et je veux pas, absolument pas mettre un sentiment de culpabilité ou un sentiment de honte sur les femmes qui s'assument, qui évidemment. assument leur sexualité. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Non, pas du tout. Tu vois, moi j'ai tourné là récemment une enquête avec Clara Morgan, qui est une femme que j'admire et que j'avais aussi envie de mettre en lumière. Moi, son parcours, il me dérange absolument pas. Non. Chacun son parcours. Il y a peu de gens qui le savent, mais pendant toute une partie de ma vie, après avoir travaillé comme vendeuse chez Clarins, donc pour juste faire un petit break là-dessus, j'arrête de bosser en tant que vendeuse puisque je veux m'occuper de ma fille à temps plein. Et donc j'arrête de bosser et je me consacre à ça. Et en parallèle, je recommence à travailler comme mannequin. Ok. Sauf que j'arrive plus... Bon, j'ai travaillé pendant des années comme mannequin. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait je ne sais combien de fois la couverture du Flair. J'ai fait le Feeling, le Gaël. Enfin, voilà, j'ai fait plein de magazines belges. Mais j'arrive plus à travailler vraiment parce que je commence à être tatouée et tout ça. Donc, ça commence à poser aussi problème parce que je suis tatouée. Et donc, je me dirige, puisque j'assume aussi mon côté de femme un peu sexy, je vais bosser pour des magazines belges, un peu plus des magazines belges masculins. Donc je vais bosser pour le P Magazine, le Tché, où la femme est vraiment mise un peu en mode sexy, quoi. Et s'ensuit que je bosse pour le Playboy. Je suis appelée pour être Playmate pour le Playboy, Hollande et Slovénie. Slovénie, pardon. Et je deviens Playmate. Incroyable. Alors,
Il faut savoir qu'à l'époque, Comment comment t'as vécu cette période? super bien. Je suis une grande fan de l'émission. Mon Tu Dieu. vois, tu te rappelles Mais sur oui, oui. MTV Ah, comment ça avec s'appelle? les Avec Playmates les aux Playmates, États-Unis. mais évidemment. Ultra méga fan de Ah ça. oui, mais J'ai tout le monde a regardé ça. absolument pas de honte à Moi le non plus. dire. Et genre, méga fière de ouf d'avoir Mais fait oui. ça dans ma vie, tu vois. Mais tu peux. Je suis super fière. J'ai aucun souci avec ça. Vraiment aucun souci avec ça. Et là, Euh, t'es déjà maman? Je suis déjà maman de Bella. Ah bon. Ouais, je suis maman Et de est-ce qu'il y a- Bella. il y a un peu une dissonance entre ton rôle de mère, ce que tu veux transmettre à ta fille, et le fait d'être playmate? Non, parce que c'était totalement assumé et que c'est une période de ma vie que j'ai adorée parce que contrairement à ce côté atroce que j'ai vécu avec la Starac et avec vraiment où on m'utilisait comme un objet, Mhm. j'ai jamais eu cette sensation-là quand j'étais mannequin pour des magazines un peu sexy. J'ai toujours été dans mes propres limites à C'est moi. ça. Oui. C'est-à-dire que il T'avais fallait le que droit ce- de les énoncer. Pardon. T'avais le droit de dire là, c'est Oui, mes limites. bien là, sûr, oui. exactement. Tu vois, pour moi, il fallait que ce soit sexy. Ça pouvait être de la nudité, mais il fallait Pas que ce vulgaire. soit beau. Ouais, c'est ça. Il fallait que ça mette le corps de la femme en avant. Mhm. Il fallait que ce soit dans la séduction, mais pas dans la vulgarité. Mm. Dans toutes les photos que j'ai faites, je ne suis jamais tombée dans la vulgarité. Mes photos, je les regarde encore maintenant. Je me dis, elles sont trop belles. Je suis trop fière. Mm. Et j'ai vraiment zéro souci là-dessus. Après, j'ai travaillé comme danseuse, j'ai travaillé comme gogo danseuse. Incroyable. Mais oui, j'ai bossé comme gogo danseuse. J'ai travaillé pour le Pink Paradise à Paris. C'est mais génial. vraiment, je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent. Ça. On C'est l'a en vraiment- on est en exclu sur exclu de Planète ouf. Daron. J'ai travaillé pour le Pink Paradise. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, sur un des primes de la Starac, je rencontre l'équipe. C'était pas sur la Starac, je sais plus. Je fais une émission en France, après la Starac, je pense, et je rencontre Cathy Guetta, Ok. qui est directrice du Pink Ah bah oui. Paradise. Ok. Qui est, il faut savoir, le plus grand club de striptease de Paris, de France même. Et je vois ces filles qui sont sur scène avec des grands chapeaux roses et des tenues de cabaret. Et je suis genre en admiration devant ces filles. Quand je suis là, putain, elles sont trop belles. Et t'as Elles sont encore trop des belles. étoiles dans les yeux en le disant. hein. Et je suis genre, elles sont trop belles, je veux trop faire ça. Et je vais voir Cathy Guetta et je lui dis, un jour, je travaillerai pour vous. Et j'ai à peine 18 ans, quoi. C'est fou. Et quelques années plus tard, je postule pour le Pink Paradise Tour. Donc, je travaille pas dans la boîte de nuit à Paris, mais elles avaient une tournée dans toute la France où les filles du Pink, c'était des meufs, mais genre, je te parle des Américaines, des Canadiennes, Ah oui, des oui, oui, Australiennes, oui. des meufs incroyables. Immense casting. Immense casting, et on allait faire le tour de toutes les plus grosses boîtes en France, et on était accueillis comme des restas, quoi. Comme des restas. Et là, tu touches ton rêve de star des doigts. Oui. Et je travaille comme gogo danseuse pour le Pink Paradise, avec des tenues mais grandioses, magnifiques, jamais dénudées, mais on est sur des podiums, dans des boîtes à Cannes, machin et tout. Enfin, incroyable, genre vie de star pendant un petit temps. Et je suis déjà maman à ce moment-là. Et comment tu fais pour gérer avec Bella, justement Loïc, qui est mon ex-compagnon et papa Ah bah oui. de mes 3 enfants, puisqu'il a adopté Bella à sa naissance, s'occupe de Bella sur les moments où je suis partie, quoi. Et lui, il est tout à fait OK avec ce job que tu incarnes à ce moment-là. Ouais, zéro problème avec ça. Et je vis ma best life, quoi. Mais incroyable. Mais est-ce que du coup, c'est déjà un peu le féminisme qui... Est-ce que, je suppose que tu es féministe. Oui, Oui. bien sûr. Et est-ce qu'à ce moment-là, déjà, tu mets peut-être pas un nom, mais tu vois, de vouloir revendiquer la femme, son corps, de pouvoir faire ce qu'on a envie, est-ce que tu penses que c'était déjà une forme de féminisme, tout ce que tu entreprends à ce moment-là? En fait, je sais que ça vient de plusieurs points. Ça vient d'un point que j'ai eu adolescente. J'ai eu une relation très longue avec un garçon qui m'a absolument empêchée d'être une femme. Vraiment, empêchée d'être une femme, c'est le mot. Tu ne t'habilles pas comme tu veux, tu mets pas de décolleté, tu fais pas ceci, t'as pas de copain garçon, tu parles que aux filles que j'ai validées parce que les autres sont problématiques. L'enfer sur Et moi, terre. j'accepte. Premier amour. Premier amour, je peux sortir nulle part, je peux pas aller faire la fête avec mes copines, je peux pas boire un verre, je suis vraiment coincée dans cette relation avec un gars complètement misogyne qui m'interdit absolument tout.
Et donc, je me redécouvre en tant que femme bien plus tard, à l'âge de 20 ans. J'ai commencé, en fait, ma vie un peu de femme et ma liberté, elle n'est arrivée qu'à 20 ans. Ah oui. Avant mes 20 ans, j'avais zéro liberté, quoi. En plus, il avait très, très mal vécu la période de la Star Academy. Il m'en a fait vouloir, il m'en a voulu. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs à cause de ça. Enfin, c'était un Ça enfer. devait être difficile à vivre pour toi. C'était horrible. T'es à la fois sous les feux des projecteurs et en même temps, de l'autre côté, tu as des petits non, à mon avis, des énormes clashs, des choses très difficiles à gérer que tu ne verbalises pas, j'imagine. Tu n'oses pas trop en parler à tes parents ou... Non, c'était horrible. C'était vraiment une partie très... je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'étais très maigre. D'ailleurs, tu revois des photos de moi aux États-Unis, puisque quand je suis partie 1 an aux États-Unis, j'étais déjà avec ce copain-là. Hein. On s'est mis ensemble. J'avais un peu plus de 15 ans et on s'est quittés. J'en avais 20, tu vois. Donc, ça a été vraiment toute ma construction d'ado. Donc, t'imagines, d'un côté, j'ai ce truc de... Je suis vraiment brimée en tant que femme et coincée dans cette relation amoureuse. Donc, je construis ma relation avec les hommes sur cette base-là. Ouais. Après, j'arrive à la Starac où là, on me demande On d'être tout l'inverse. t'instrumentalise, Tu vois, ouais. on m'instrumentalise à mort. Et donc, j'ai ce côté, OK, je dois être comme ça parce que c'est ça qu'on attend de moi en tant que femme, mais en même temps, je suis cadenassée de l'autre côté. Et puis, quand j'ai cette liberté, quand je réussis à quitter ce garçon, parce que c'est moi qui le quitte, j'ai une explosion interne. Ouais, c'est ça. Parce que non seulement je peux revivre toute mon adolescence que j'ai pas vécue, donc faire la fiesta, sortir, avoir des potes, faire ce que je veux. Et d'un autre côté, je peux être la femme que j'ai envie d'être. Et en fait, je pense que j'ai été tellement coincée et tout ça a fait un peu un micmac que je me suis dit, OK, bah, je vais poser dénudée pour des magazines, je vais travailler comme gogo danseuse et je vais faire ce que je veux de mon corps et plus personne n'a rien à me dire. Et ta ligne coupe-feu, du coup, c'était après la rupture avec le papa de Bella. C'est vraiment à ce moment-là où tu t'es dit, maintenant, c'est fini. Et Loïc t'a donné assez confiance en toi aussi, t'as assez sécurisé pour pouvoir vraiment vivre ta vie à 100%. Mais c'est-à-dire que je n'avais plus besoin de cet aspect-là de moi en tant que femme, même si j'adore poster des photos de moi en bikini sur Instagram. J'ai zéro problème avec ça. T'as bien raison de le faire. Moi, ça me pose zéro problème. Je comprends qu'il y ait des femmes qui n'aient pas envie de se dévoiler ou de dévoiler leur corps. Et je respecte ça, bien évidemment, à 100%. Moi, ça me pose pas de problème. Et j'adore la femme, j'adore le corps de la femme. Moi, tu sais, dans ma vie... amoureuse, je me considère en tout cas comme étant pansexuelle. Je suis pas hétéro, je suis pas gay, Tu tombes amoureuse d'une personne. Moi, je tombe amoureuse de l'âme de la personne C'est qui ça. est devant moi, que ce soit une femme ou un homme. On va partir dans des trucs très intimes. Je me dévoile là, aujourd'hui. Est-ce que tu as eu une relation avec une femme? J'ai eu une relation avec une femme qui a duré plusieurs mois, que j'ai adorée. Et puis, on peut parler franchement ici mais ou pas? évidemment. On peut y aller. Sexuellement, j'avais pas ce dont j'avais besoin C'est avec ça. une femme. Et donc, je pense que là, c'est la seule chose qui me manquait vraiment et qui m'a ramenée après dans une relation avec hétéro. un homme. Ouais. Mais désolée, je vais très loin dans l'intime, mais quand je regarde... C'est OK pour toi? Ouais, mais pour c'est moi, tout à c'est fait tout à fait OK. Quand je regarde du porno, parce que moi, je regarde du porno, j'ai zéro problème à le dire, ben moi, je me focalise majoritairement sur la femme que je trouve sublime. Quoi, tu vois. Ouais. Et je vais chercher des trucs léchés avec tu vois, où la femme est vraiment mise en valeur et tout ça. Et j'ai zéro problème à dire ça, à parler de ça. Et j'ai surtout envie aussi de véhiculer ce genre de message aussi pour mes enfants. Si mes enfants regardent ce podcast, j'ai pas de problème avec ça parce qu'en fait, pour moi, mes enfants peuvent être ce qu'ils ont envie d'être plus tard. Et j'ai envie de leur donner cette liberté et ce... Tombe amoureux de qui tu veux, en fait. Sois qui tu veux. Sois qui tu as envie d'être et tombe amoureux d'une âme, d'une personne, de ce que cette personne t'apporte, reflète, de ses valeurs, de tout, en fait. Voilà, on est parti loin. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, je bois tes paroles depuis tout à l'heure. Simon m'avait dit que tu arrivais à sortir des... Il doit y avoir, à mon avis, un peu de magie dans ce studio. Tu vois, on se livre vraiment ici. Ah ben, tant mieux, je suis ravie. C'est que le boulot est bien fait. On va faire une petite pause pour respirer et reprendre ses esprits. Et donc, ce petit jeu, c'est si tu étais. Oh, nice. Si tu es une couleur. Si j'étais une couleur, je serais le orange. Un animal. Un koala.
Ok. Et pourquoi, Koala? Parce que c'est beaucoup trop mignon. Ah, pas accroché comme ça, accroché à sa famille, accroché... Oui, peut-être qu'il y a ce côté très... Très- on s'accroche à l'endroit où on est et on crée son petit cocon, quoi. Ok. Un livre? Harry Potter, Mon Dieu. évidemment. Évidemment. Un podcast? Un podcast... Ça peut être une copine ou ça peut... Tu peux me dire non, hein, je n'ai pas de podcast coup de cœur. C'est une bonne question. Tu peux Je pense passer. que j'aime bien... Non, mais j'ai pas un podcast en particulier, mais j'adore l'ambiance dans les podcasts américains. Ok. Ouais. Ok, je vois bien. Une chanson? Oh, tu me poses une colle, il y a tellement de chansons que j'aime bien. Je passe parce que je vais trop galérer à Ok. trouver. Un lieu qui te ressource? Il y a un lieu, c'est sur une plage en Thaïlande. Je savais que tu allais dire ça. C'est un endroit où j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois. Et c'est mon endroit de prédilection. Et quand je dois rentrer en hypnose, par exemple, et qu'on me demande de visualiser un lieu ou quand je suis en méditation, c'est cet endroit-là que je vois. Et, anecdote incroyable, Dis-moi. ma fille part en Thaïlande ici pour les vacances de Pâques avec la famille de sa meilleure amie. Ok. Chance incroyable, j'ai jamais fait ça à son âge, mais bon, bref. Cette génération d'ados est hors norme. Et donc, elle a économisé ses petits sous. Je ne lui ai pas payé son voyage, je tiens à le préciser. Dieu. Donc, moi, quand elle m'a dit « Est-ce que je peux aller en Thaïlande ? Les parents sont d'accord et tout ça », j'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne paye pas ton voyage. Ok. Je suis désolée, mais à 15 ans, je t'offre pas un voyage en Thaïlande avec ta pote. Enfin, à un moment donné, il faut se calmer. Ouais. Ils sont déjà assez dans « Je veux un iPhone, je veux machin, je veux des chaussures hors de prix, des trucs. » Donc, non. Donc, j'ai dit « Très bien, mais tu as de l'argent sur ton compte épargne et c'est un choix que tu fais. C'est de l'argent que tu n'auras plus à tes 18 ans. Mais si tu as vraiment envie de vivre cette expérience, c'est une expérience de dingue. Je suis d'accord avec ça, mais tu te le payes. » Incroyable. Donc voilà, elle s'est payée son voyage. Et c'est quoi ton lien avec la Thaïlande? Pourquoi tu veux tout claquer et aller vivre en Thaïlande? Je sais pas, T'es déjà allée, j'imagine. Ah oui, j'y suis déjà allée plusieurs fois. Et donc, attends, pardon, je reviens juste Ah sur oui. le truc de Béla. Ah oui, Donc, elle part en Thaïlande et je demande aux parents de me donner, évidemment, la liste des lieux où ils vont Oui. aller, parce que moi, je dois faire tous les papiers et tout ça. Et le premier hôtel où elle va, c'est cet C'est là. hôtel. C'est l'hôtel. Et ils ne savaient pas, hein. Mais Et c'est l'hôtel où j'ai été avec son papa, avec Loïc, et où je suis retournée des années plus tard avec Simon. Et c'est ma plage, quoi. C'est ma plage, C'est c'est la plage que incroyable. je visualise. Et elle va là, c'est le premier hôtel où elle va. Oh à là Krabi. là, dis. C'est hyper, fou. ouais, c'est dingue. C'est Comme fou. quoi, tu vois, la vie, en fait, c'est fou la vie quand même. C'est dingue. C'est incroyable. Et donc, oui, j'ai un amour inconditionnel pour ce pays. Je l'ai découvert pour la première fois grâce au magazine Flair, Ok. qui m'a emmenée en Thaïlande pour faire toute la saison printemps-été, la collection printemps-été. Et je suis tombée en amour pour les gens, pour la simplicité, pour cette ambiance. Il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas, nulle part ailleurs. En fait, les gens sont tellement gentils. C'est ça. Et T'as une connexion vraiment particulière avec ce pays. Ouais, tu sais, quand je suis dans l'avion et qu'on se rapproche, genre, j'ai à chaque fois les larmes aux yeux. Ah ouais. Et quand l'avion atterrit, j'ai un peu ce truc de... Je suis de retour un peu chez moi, À quoi. la maison. Ouais, Ok. c'est vraiment fou. Incroyable. Un mot que tu dis souvent. Fouille, fouille. Une émotion. Mon émotion... L'émotion, je suis très émotive. Je vis tout avec beaucoup d'émotions. Je vis tout très fort, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, le stress, tout est très fort chez moi. Donc je pense que ça engloberait un peu tout C'est ça. ça, l'émotion. L'émotion, ouais. Ouais, je vois très bien. Un élément. Je dirais le feu, Ok. ouais. Et une blessure. L'abandon. Ouais. C'est ma blessure première. Mais ça vient d'où cette peur de l'abandon? Est-ce que tu as déjà réussi à déconstruire Bien sûr. Et Tu peux tout à fait tu dire peux nous d'où en ça vient. parler? Oui, bien sûr. J'ai sans doute vécu le divorce de mes parents comme étant une C'est sorte ça. d'abandon. Et mon grand-père a quitté ma grand-mère quand elle était plus jeune. J'étais déjà en âge de comprendre le divorce de mes grands-parents. Mhm. Mon grand-père est parti avec une femme plus jeune que ma grand-mère. Et là aussi, je l'ai vécu comme un abandon. Pas direct, mais j'ai vu ma grand-mère se faire abandonner C'est ça. par mon grand-père. J'ai compris bien plus tard les tenants et aboutissants de cette relation.
Et aujourd'hui, je n'en veux plus du tout à mon grand-père. Mais j'en ai voulu à mon père et à mon grand-père pendant des années. Ah oui. Parce qu'en fait, pendant des années aussi, je n'ai eu que le son de cloche des femmes C'est ça. de la famille Mhm. et jamais le son de cloche des hommes. Mhm. Et je me suis autorisée à écouter aussi ce que les hommes avaient à dire et à comprendre aussi leur point de vue. Et je comprends aujourd'hui que mon grand-père soit parti. Et je n'ai plus cette animosité et cette colère envers lui par rapport à ça. Mais donc, ma construction s'est faite avec la peur de... Quand on est une femme, on se fait abandonner par la personne C'est qu'on ça. aime. Et puis après, je me suis fait abandonner par le géniteur de Bella. Je l'ai vécu comme le plus grand abandon de ma vie. Évidemment. Et donc, forcément, c'est une blessure que je dois encore aujourd'hui guérir, mais ça va de mieux en Ça va mieux. de mieux en mieux. Ouais. Avec Simon, quand tu l'as rencontré, tu as eu aussi cette immense peur de l'abandon quand vous avez eu Charlie Jane. Est-ce que c'est quelque chose qui t'animait plus que les autres fois, ou plus fort, ou moins fort, justement, où tu te sentais en sécurité? Moins fort parce qu'au fil des années aussi, j'ai vraiment fait ce travail d'apprendre à m'aimer. C'est ça. Très important. Hyper important. C'est le Parlons-en. premier travail qu'on doit faire, très clairement. Si on ne s'aime pas soi-même, on peut- vit constamment aussi dans cette À peur de travers les l'abandon, autres, ouais. puisqu'on a besoin de l'autre pour Tout se à fait. sentir aimé. Mhm. Aujourd'hui, je serais extrêmement triste si ma relation avec Simon devait s'arrêter, mais je sais très bien que je survivrais C'est ça. à cette rupture. Je serais triste parce que ce serait un énième échec aussi en tant que mère de famille. Et puis, j'ai pas envie Par de rapport faire... à tes enfants, du Voilà, plus par rapport à mes enfants. En fait, j'ai pas envie de faire vivre à Charlie ce que Bella, James et Jude ont dû vivre. Et donc, j'espère en tout cas de tout cœur que notre relation durera au moins jusqu'à ce que ma fille soit adulte et qu'elle n'ait plus besoin Ouais. absolument de nous à deux tout le coup. temps. Ouais. Et que si on était amené, je ne l'espère pas, mais c'est comme ça, c'est la vie, si on était amené à un moment donné à ce que nos chemins se séparent, j'espère en tout cas que ça ne fera pas souffrir mes enfants, quoi. C'est ça. Oui. Non, je comprends tout à fait. Mais du coup, tu es plus apaisée aujourd'hui, plus apaisée avec tes peurs, avec l'abandon. Tu es très ancrée. Tu t'aimes aujourd'hui comme tu es. Mhm. Et c'est les valeurs du coup que tu transmets aussi à Bella, j'imagine, À tous mes enfants. à tous tes enfants. Oui, Oui. oui. Mais tu vois, Bella qui est maintenant Ado. adolescente, qui rentre aussi, qui commence sur les réseaux sociaux. Comment tu le vis ça? Est-ce que c'est des discussions que vous avez eues toutes les deux, mère, fille, de ton expérience? Et aussi une question que je me posais, je te pose beaucoup de questions, c'est est-ce que du fait que tu n'as pas fait d'études, mais que tu as très bien tiré ton épingle du jeu et que tu rebondis systématiquement sur tes pattes, est-ce que tu as plutôt une ligne directrice de mes enfants, il faut absolument que vous fassiez des études parce qu'en fait, c'est quand même pas très simple quand tu n'as pas fait d'études. Tu vois, comment est-ce que tu élèves tes enfants? En gros, ça, c'est la question. Alors, je suis assez intransigeante sur le fait que j'aimerais au moins que mes enfants aient terminé leur secondaire. Ouais. Faites ce que vous voulez. Allez en technique de qualification, en professionnel. Enfin, faites ce que vous voulez, mais ayez votre CESS parce que vous n'avez aucune certitude sur votre parcours professionnel. Et ce que vous avez envie de faire à 18 ans ne sera peut-être pas la même chose qu'à 25. Et parfois, tu as besoin de ton CESS si tu veux avancer dans telle ou telle branche ou si tu as envie de reprendre des études supérieures, tu as besoin de ton Et CESS. simplement pour le salaire même. Oui, Oui. même pour ton salaire. Donc, j'aimerais au moins qu'ils terminent tous leurs études secondaires. Ça, c'est quand même important pour moi, parce que ça a été avant que je ne devienne, que je n'ai une place au sein d'RTL en tant qu'animatrice télé, c'est-à-dire à mes 28 ans. Moi, j'ai commencé à bosser le jour de mes 18 ans jusqu'à mes 28. J'ai eu plein de boulots différents. On a parlé du fait que j'ai travaillé pour mon grand-père pendant 5 ans. Et du fait que j'étais danseuse, mais attention, j'étais pas danseuse full-time, Oui. je faisais ça en plus de mes boulots. C'est ça. Donc, j'ai travaillé, j'ai toujours eu un boulot supplémentaire pour arrondir les fins de mois. C'est ça. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé comme barmaid, j'ai travaillé en T'as fait salle. plein de petits boulots en fait. Plein de petits boulots. J'ai travaillé après chez Web
Je bossais pour m'occuper des étudiants échanges parce que j'étais partie avec cet organisme quand Je suis partie avec eux aussi. Ah ben voilà. J'ai bossé pour eux et je m'occupais des étudiants échanges qui partaient pour une année d'études là-bas. J'ai fait ça pendant 1 an, puis j'ai travaillé pendant plus d'1 an pour une boîte australienne de bureaux virtuels et bureaux partagés, comme ici on est chez Silver Square, mais c'était Servcorp, c'est une grosse boîte australienne. Et j'étais manager en bureau virtuel. Je vendais des bureaux virtuels. J'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé... T'as tout fait. J'ai travaillé comme intérimaire pour une banque privée pour recréer leur système de... allez, comment expliquer ? C'est compliqué à expliquer. Bref, j'ai travaillé pour une banque privée. Je devais refaire un truc en interne avec d'autres intérimaires. J'ai fait ça. Oui, j'ai fait tout ça. Déjà, c'est déjà pas mal, je pense. Entre mes 18 et mes 28. Comment tu rentres chez RTL ? Comment tu arrives à... En fait, ma tante aperçoit une annonce de casting sur Facebook. Ah ouais. Et elle me dit, tiens, chez RTL, ils font un casting public où n'importe qui peut postuler. Et donc, j'envoie un CV comme monsieur, madame, tout le monde, quoi. Parce que c'était vraiment ouvert à tous. Et c'était pour être speakerine à ce moment-là. C'était pour être speakerine, RTL exactement. était quand même les derniers à avoir ce rôle de speakerine. Tout à fait. Moi, c'est le métier de ma life, hein, ça... Tout à fait. Et donc, je passe les étapes comme tout le monde. J'ai eu 2-3 castings et j'ai réussi. Donc, j'ai pas du tout été ni pistonnée, ni amenée par quelqu'un. J'ai vraiment envoyé mon petit CV, quoi. Mais tu t'es vraiment construite petit à petit. Voilà. Et à ce moment-là, je suis déjà maman de 3 enfants. C'est ouf. Quand je postule chez RTL. Chez RTL. Et en fait... je sais plus exactement qui me dit ça, mais je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça à l'époque. Quand j'avais mes petits boulots et tout ça, j'étais vraiment pas heureuse dans ce que je faisais. Ça me convenait pas. C'est pour ça que j'ai changé plein de fois de boulot aussi. Et je dis, mais moi, je veux être dans un truc artistique, quoi. Ça m'anime pas d'être derrière un bureau. Je me sens malheureuse. Je suis comme un lion en cage et je me vois pas faire ma vie professionnelle là-dedans. Et ma mère me dit... oui, mais enfin, Jill, bon, à un moment donné, il faut arrêter de rêver, quoi. Enfin, il faut arrêter de rêver. T'as 28 ans, t'as 3 enfants. Trouve-toi un petit boulot stable. Va bosser. Et occupe-toi de tes enfants. Et occupe-toi de ton ménage. Et voilà, quoi. Et je me suis dit, putain, mais quel enfer de me dire ça. Et là, revient quand je t'ai dit que quand j'avais un truc en tête, ça sort pas de ma tête. Et vraiment, j'ai eu ce truc de confrontation avec ce que m'avait dit ma mère et de me dire, mais no fucking way, quoi. Ouais. Eh ben, tu sais quoi ? Je vais vous montrer que je peux y arriver. Et quand je postule chez RTL, je pense que c'est ça qu'ils ont vraiment ressenti, c'est que je suis arrivée même devant le big boss d'RTL à l'époque, en lui disant, en fait, vous pouvez pas donner le poste à quelqu'un d'autre parce que je suis la personne qu'il vous faut et je sortirai pas d'ici sans avoir eu le poste, quoi. Et j'y vais vraiment avec de la hargne. Et je leur ai dit, il n'y aura pas une fois où vous serez déçus de moi. Et je vais me donner corps et âme. Et c'est ce que j'ai fait pendant toutes les années où j'ai bossé là-bas. Je me suis vraiment donné corps et âme dans mon boulot, quoi. Et du coup, encore une fois, c'est ce que tu transmets à tes enfants et tu leur imposes juste d'avoir vraiment le CESS, c'est le minimum syndical. Ouais. Et après, vous faites ce que vous voulez. Parce que ça va vraiment... En fait, c'est triste à dire, mais c'est ce qui va leur ouvrir des portes pour les études supérieures. S'ils ont envie de changer de métier à l'âge adulte, ils peuvent reprendre des études supérieures ou même en formation d'adulte, mais on va toujours les emmerder avec ce CESS, en fait. Évidemment. Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'il l'ait. Et après, ils feront ce qu'ils veulent, quoi. Oui, tout à fait. Et... pour revenir un peu sur cette maternité, ton 4e enfant, parce que Simon m'avait dit, lorsque j'ai enregistré l'épisode avec lui, quand vous vous êtes rencontrés, m'a dit c'était une condition, c'était tu voulais un 4e enfant. Oui. D'où ça venait cette... tu vois, pourquoi est-ce que... Tu ne te sentais pas complète avec 3 enfants, tu avais toujours voulu 4 enfants, tu l'as idéalisé, En fait, je m'étais posé des questions un petit peu, tu sais, j'avais fait par élimination comme ça dans ce que je voulais dans ma vie de couple. Et j'adore les enfants, mais je ne me voyais pas comme belle-mère. Oui. Donc, ça éliminait déjà le fait que je pouvais me trouver un gars qui avait déjà des enfants. Ah, ça, tu voulais pas? Je voulais pas. Ah oui. Non. C'est assez fou à dire parce que je l'ai imposé à quelqu'un, mais c'est quelque chose que moi, j'aurais pas pu gérer. Et pourquoi tu aurais pas pu le gérer?
Je sais pas t'expliquer. Ah, C'est c'est quelque pas. chose qui m'anime pas. Ouais. Je me voyais pas dans cette vie-là. Je me voyais pas gérer Les la enfants des autres. pas spécialement gérer les enfants des autres, mais je me voyais pas gérer la relation d'avant, que j'allais devoir toujours voir la mère des enfants, et pas par jalousie, mais Non. juste parce que ça impliquait trop de V dans ma checklist, parce qu'il allait falloir que j'ai une fille avec qui je m'entende bien, qui soit pas jalouse de moi, Ouais. qui accepte que je m'occupe des enfants. Parce que moi, si je m'occupe des enfants des autres, moi je considère les enfants, Comme les il n'y a tiens. pas de différence. Les enfants, c'est les enfants de la famille. Et tu sais, mon ex-mari, il a une petite fille. Je la considère aussi comme une de mes filles, vraiment. Et donc, je me voyais pas commencer à rentrer dans des trucs de bagarre et de machin. Et donc, il fallait que le mec soit un super gars. Il fallait que son ex soit une super meuf. Enfin, ça devenait... C'était trop compliqué. Donc, j'ai enlevé ça de ma liste. Je dis non, ok, pas de mec avec des enfants. Mais par contre, tu voulais encore un enfant. Mais c'est-à-dire que je voulais pas un gars qui voulait pas du tout d'enfant Ah oui, c'est à ça. lui, parce que je trouvais ça un peu bizarre qu'il en accepte 3, mais que ce soit quelqu'un qui dit mais en fait moi je me suis jamais vue avec des enfants et j'ai pas envie d'avoir mes enfants. Parce que c'est avoir des enfants qui sont pas les tiens, c'est très compliqué. Hein. Faut être bien accroché, faut avoir les nerfs solidement Ouais. accrochés, parce que faut déjà avoir les nerfs solidement accrochés quand ce sont tes propres enfants, mais quand ce sont les enfants des autres, c'est autre chose. Ouais. Donc tu dois avoir C'est notre quelqu'un qui est histoire. hyper ouvert d'esprit, quoi. Ouais. Et donc pour moi, ça matchait pas. Tôt ou tard, pour moi, ça allait à un moment donné, il allait avoir un moment de Ouais, friction. c'est ça. Donc Solution. solution, il faut Pardon. un gars qui veut encore un enfant. Voilà, et on fait un enfant ensemble. Voilà. Et quelle était la différence majeure entre cette grossesse, cette maternité avec Charlie Jane et les autres maternités? Est-ce que tu as vécu une matrescence à un moment donné dans toutes tes grossesses aussi? Je voulais te demander, je ne sais pas si tu sais ce que c'est une matrescence. La matrescence, c'est la contraction entre maternité et adolescence où tu te sens vraiment te transformer en tant que femme. Tu as vraiment une crise d'identité. Est-ce que tu as eu ça à un moment donné à travers la maternité? Où j'ai envie d'être mère? Non. Non. Vraiment, quand tu deviens mère, tu deviens une autre femme finalement. Ça t'a pas... Ta construction, tu l'as fait fort en amont, j'ai Ouais, j'ai l'impression. pas fait ma construction de femme avec mon À rôle. travers la maternité. Non, parce que j'étais déjà... En fait, moi, j'aurais pu avoir un enfant à 15 piges, hein, C'est ça. clairement. Donc, j'étais déjà quelque part un peu une mère sans l'être. J'étais une mère avec mes frères et sœurs. Donc, j'ai grandi avec un peu ce rôle de petite maman. Et dès qu'il y avait des bébés, je m'occupais des bébés. Enfin, j'étais très, C'est pas très difficile maternelle. pour toi cette période de nourrisson, bambin Non, j'adore. C'est t'adore. c'est ma période préférée. C'est Ah les ouais tout petits, quoi. Ouais. C'est vraiment ma période préférée. Qu'est-ce que t'aimes tellement là-dedans? C'est ce... Le contact. Ouais. Le contact fusionnel, le pot à pot, donner le sein, enfin tout ce truc qui fait que tu ne fais qu'un avec ton bébé. Et c'est une période pour moi qui est extraordinaire, malgré les nuits sans sommeil, Ouais. malgré les coliques, les pleurs. Et pourtant, j'ai pas eu facile avec tous mes enfants. Hein. J'ai eu une première qui a très vite découlé sur un deuxième parce que j'ai eu le bébé parfait. Ouais. Qui est bon pour tout, qui pleure jamais, qui n'a pas de problème, qui est vraiment Nickel. le bébé parfait dont tout le monde rêve, qui fait ses nuits à partir d'1 mois, enfin tu vois. Et puis j'ai eu James qui avait des gros soucis de santé. C'était Oui, il un avait bébé le RGO, c'est ça. un bébé RGO qui a abîmé ses poumons. Donc Ouais. c'était un bébé qui faisait des bronchiolites tous les mois. Tous les mois, j'allais à l'hosto. Tous les mois, on devait aller dans ses bronches avec un tuyau, Oh là là. enlever ses glaires. Enfin, c'était l'horreur. Et donc, c'est un bébé qui ne dort pas. C'est un bébé qui veut dormir assis. Ouais. Compliqué, Ouais. vraiment très compliqué. Jude, c'est un bébé qui a vécu ma séparation avec Loïc. Donc, c'est un bébé qui était, et d'ailleurs toujours, un petit garçon qui est ultra fusionnel avec moi et qui a fait ses nuits très très tard parce qu'il a vécu cette période de divorce et ça a été, je pense, un trauma pour Jude. Et donc, ça a été très compliqué. Je crois qu'il a commencé à faire ses nuits, il avait 2 ans et demi, je crois, un truc Ouais. comme ça. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Tu chouchou. Donc voilà, et Charlie Charlie, facile. Facile. Facile, ouais, Ah ouais. j'ai vraiment eu facile, dur, facile. Mais tu as quand même vécu un burn-out
Ou Mais un ça n'a rien début. à voir avec ma grossesse. Ça n'a rien à voir. Non. Et ton burn-out, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, j'ai vécu cette maternité avec Charlie de manière extraordinaire, mais j'ai fort, fort occulté mes 2 fausses couches. Parce que Ah, tu sais, mais... j'ai eu 2 fausses Mhm. couches avant d'avoir Charlie. Et moi, c'est, OK, j'en parle, je délivre un message, je prends un événement négatif pour en faire quelque chose de positif Tu pour les gens qui me transformes. suivent, donc Ouais. je le transforme. J'en ai pas parlé sur mes réseaux parce que j'avais besoin Ben, qu'on me dise ah pauvre pauvre ouais. pauvre. Non non non, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai pas besoin des gens que je ne connais pas pour qu'on me vienne Te me réconforter. réconforter. Je cherchais pas du réconfort, mais je cherchais surtout à transmettre C'est une ça. blessure pour pouvoir aider d'autres femmes Oui. à aller de l'avant. Et moi, c'est vraiment, OK, il m'arrive un truc, je me focalise sur autre chose, quoi. Et c'est bien et c'est pas bien, parce que tu mets ça dans un petit tiroir de ton cerveau, mais tu fais pas vraiment le deuil. Et donc, en fait, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Puis, il y a eu la fatigue de la grossesse, puis il y a eu la fatigue d'avoir un nouveau-né. Et j'ai eu un événement qui, là, est vraiment privé et dont je n'ai Oui, pas t'as pas envie envie de de parler. parler. Mais j'ai eu un événement familial très, 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 très compliqué. Que j'ai vécu comme une trahison ultime. Et en fait, je pense que si j'avais C'est pas eu une c'est ça. accumulation de choses précédemment, je l'aurais pas si mal vécu. Mais comme là, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait C'est ça, déborder déborder le le vase. vase et qui a Ouais. brisé le miroir qui était déjà fissuré. Ouais. Et là, ça a été la descente aux enfers, quoi. Comment ça s'est manifesté, ce burn-out? Et à quel moment tu t'es rendu compte que vraiment t'étais cramée, quoi? Euh, tout était Difficile. sombre, tout était difficile, me lever était difficile. Je voyais plus aucun sens à ce que je faisais. J'étais plus passionnée par ce que je faisais. Ma relation avec Simon était conflictuelle. Ma relation avec les enfants était conflictuelle. Je supportais plus rien. Ma jauge de tolérance, elle était à 0. Et tout me saoulait, quoi. Absolument tout. Et à quel moment tu t'es dit, bon, maintenant, il faut que je me sorte les doigts du cul? Mais la reconstruction d'un burn-out est extrêmement compliquée, hein, et ça prend souvent même des années, même si tu te relèves à un Ouais, moment bien donné, sûr. ça prend énormément Je de suis temps. toujours dedans, hein, là. Ouais, t'as Toujours, hein, c'est ouais, toujours ouais. fragile. C'est toujours fragile. Tu fais très attention à toi, Ouais. en fait, Ouais, maintenant. ouais. Je sens cette fragilité et je sens que je marche encore sur des œufs, Hmm. même encore maintenant, parce que ça a été tellement loin. Et j'ai décidé de me prendre en main au mois de décembre, avant notre voyage au Costa Rica, Mhm. où j'ai, pendant les 12 jours où on était là-bas, déposé coupé. mon téléphone C'est et j'ai ça. tout coupé. Et ça m'a fait vraiment le plus grand bien, quoi. Recharger tes batteries Oui. en famille, te reconnecter, en fait, C'est ça, à ton essentiel. exactement. Ouais. Et là, ça a vraiment été, OK, le plus important pour moi, c'est eux, c'est mes enfants, c'est mon conjoint et je vais Mais c'est difficile, grandir hein, de parce que ça, même quoi. si effectivement tu conscientises énormément qu'ils sont ton essentiel, tu as quand même en fait tous physiquement en fait et mentalement où c'est pas si simple en fait. C'est pas Non. juste se dire maintenant ok on a passé 12 jours ensemble et tu as rechargé tes batteries. C'est sur la longue durée. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place maintenant ou est-ce que tu as adapté ton rythme de vie, votre rythme Non, mon rythme n'a jamais été aussi aussi intense? intense que maintenant. Donc, clairement, je n'ai pas adapté mon rythme. Mais par contre, je mets des choses en place dans le quotidien pour aller mieux. J'ai énormément développé ma C'est spiritualité ça. l'année dernière. Et ça m'a fait énormément de bien. Parce qu'il faut savoir que je sors de ce burn-out. Enfin, je vais mieux en revenant du Costa Rica. Et je me prends la claque du siècle avec un énorme bad buzz sur TikTok. Où là, ça a C'était été... quoi ce bad buzz? Alors, je vais pas De le rentrer- développer ouais. ici parce que j'ai Après, pas ça va envie. être- Ça on va passe. repartir dans les trucs. Donc, Laisse tomber. mais je vis un énorme bad buzz ouais. qui est totalement injustifié. Et c'est ma seconde blessure. Donc, j'ai ma première blessure, c'est la blessure de l'abandon. Ma seconde blessure, c'est l'injustice. Ouais. Et là, je vis la plus grande injustice de ma vie à ce moment-là. Oh là là. Parce que tout est faux, tout est sorti de son contexte, tout est tourné et fait et créé pour me détruire. Et là, tous les gens qui me détestent sur Internet Oh là là. sautent sur l'occasion Ah bah évidemment. pour m'anéantir. Bah évidemment. Vraiment. Ça a été... on leur a donné sur un plateau en argent ce qu'il fallait pour me dégommer, quoi. Et là, très clairement, j'aurais pu sombrer et tout arrêter. Et me dire, OK, j'arrête parce qu'en fait... Bah oui.
quel milieu de C'est merde, ça. quoi. Et c'est là que tu te rends compte, j'avais déjà vécu un bad buzz à l'époque pour un truc complètement débile où j'avais été accusée d'avoir pranké le grand JD. Attention. Oh, Jill a peut-être inventé qu'il y avait des fantômes dans une maison. Ah oui, c'est juste. Non, mais ça a été loin. Ça a Ouais, été ouais. menace de mort, menace de viol. C'est Enfin, vrai. ça a été Oh, non. dramatique, quoi. On cherchait mon adresse sur le dark web, des trucs mais complètement ridicules, pour un truc de nouveau que je n'avais pas fait. Donc j'avais déjà eu une première blessure de l'injustice qui avait été remise en avant à ce moment-là, puisque je n'ai jamais pranké le grand JD, je n'ai jamais inventé quoi que ce soit, et c'était de nouveau de l'injustice. Et là, de nouveau une injustice, parce que je parle d'un sujet touchy, et les gens tournent. C'est tout. parti viral et. Ouah, ouais. et ils mélangent tout, ils changent tout, ils changent mes phrases, ils en font ce qu'ils veulent. Et là, je me dis, ok, mais les gens sont fous. En tout cas, ces gens-là sont fous. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire autant de mal à quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment dû évoluer dans la spiritualité pour comprendre en fait pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, et c'est pour ça que j'arrive aussi bien à me livrer avec toi, parce que tout ce que je dis aujourd'hui pourrait être tourné d'une manière ou d'une autre, sur TikTok, sur machin, en découpant des parties, des parties de Tu me phrases. dis ça, j'ai les larmes qui me montent, je me dis non, c'est impossible. Enfin, vraiment. Oui, mais tout est possible, je les connais. Si on hein. fait ça vraiment, c'est. Oh mon Je Dieu. les connais. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout de mal avec ça parce qu'en fait, si tu m'aimes pas et si ce que je te raconte te pose un problème, en Mais fait. casse-toi, en fait. Non, mais c'est même pas ça. Mais ça n'est pas moi. Ouais, c'est ça. C'est ton reflet C'est- à toi, oui, c'est ça. en fait. Ouais. En fait, on est chacun un miroir de l'autre. Et s'il y a un truc qui va créer une émotion négative chez quelqu'un, c'est parce que tu as quelque chose à creuser C'est chez ça. toi. Exactement. Mais moi, j'ai pas de Ouais, problème. c'est ça. Moi, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, je réussis ma vie, j'ai des enfants incroyables, j'ai des amis extraordinaires. Tous les gens avec qui je bosse adorent bosser avec moi. Je n'ai pas de problème. Non. J'ai pas de problème. Donc, si toi, tu as un problème avec moi, mais t'as pas de problème avec moi, Non, tu ça as un a problème rapport avec toi. Avec toi-même. Et si ce que je te dis anime quelque chose Ouais. qui te fait du mal ou qui te touche à une corde sensible, c'est parce que tu as vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre que moi qui te rappelle ce que je dis. Tu vois, je vais reprendre un exemple. Quelqu'un qui pourrait dire « Ah, mon Dieu, elle regarde du porno. » Bon, on va prendre un truc, tu vois, un truc un peu touchy. « Ah, elle regarde du porno. » Ben, ça pourrait très bien être une femme qui a très très mal vécu la rupture avec son conjoint parce qu'il était addict Au porno. au porno. Tout à fait. Et qui, du coup, voit le porno comme étant le mal incarné. Oui, c'est ça. Elle va des rétro-satanas. Et donc, c'est « Ah, Jill, t'as un mère de famille qui regarde du porno, mon Dieu, tu vois. Mais parce qu'en fait, elle a un problème avec ça. Elle n'a pas de problème avec moi qui Non. regarde du porno. Non. Je regarde pas du porno avec elle. Mm. Elle n'est pas à côté de moi quand je le fais. Donc, elle n'a pas de problème avec moi. Non, Elle a un problème avec ça. Et ça reflète quelque chose dans ses tripes à elle. Et donc ça, aujourd'hui, j'ai vraiment compris le truc en fait, ton problème, c'est pas le mien. Non. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même pas chercher plus loin. Je ne vais même pas chercher à me justifier d'un truc. Alors parfois, je le fais encore parce que c'est plus fort que moi. Parce que injustice. Mais évidemment. Injustice. Évidemment. Jeanne d'Arc, tu vois. C'est la Jeanne d'Arc en moi qui vient crier sur son cheval. Et parfois, je suis là. Et Simon me reprend en me disant « Jill, tu arrêtes de te justifier, s'il te plaît. » Et parfois, je regrette d'avoir dit un truc parce que du coup, ça part un peu en polémique et machin. Je suis là, oh, j'aurais pas dû le dire. Et puis finalement, je me dis, mais je m'en fous, en fait. Ça plaira à qui veut que Exactement. ça plaise et ça plaira pas aux autres et basta. Mais merci pour cette masterclass de spiritualité. Vraiment, tu m'as émue super fort. Je me suis dit, bah ouais, meuf, t'as tellement raison. C'est tellement ça. Et je suis contente que tu l'aies dit à mon micro. Et d'ailleurs, on parlait de miroir, etc. Ta fille qui est en plein dans l'adolescence, comment est-ce que tu vis cette période en miroir avec ta propre adolescence? C'est conflictuel, hein. Ouais. C'est autant passionnel et avec tellement d'amour et tellement de bienveillance que très conflictuel. Parce que clairement, c'est moi en 2.0. C'est ça. Et que j'ai vraiment l'impression que le karma m'a dit « Ah, t'as bien saoulé ta mère ? Bah attends, on va t'en mettre une qui est bien pire que toi. » Est-ce qu'elle marche sur tes pas, petit à petit? Elle marche un peu sur mes pas, mais d'une manière totalement différente. Mais oui, je la vois, je me vois en elle, je me vois faire des réflexions à ma mère, je me vois râler, Et donc, j'essaie de ne pas être ma mère, Ouais. parce que ça, c'est un réflexe Tout qu'on à a fait.
qu'on est beaucoup à avoir, c'est qu'il y a vraiment plein de moments où je me dis « Ah, je réagis comme ma mère » ou « Ah, je parle comme ma mère ». C'est relou ces moments-là. Et ma mère a fait énormément de choses qui sont extraordinaires pour moi, mais elle a aussi fait ses erreurs. Et il faut juste pas que je fasse les mêmes erreurs que ma mère avec moi, mais plutôt que j'accompagne d'une manière différente. Donc, c'est mon aîné en plus. Hein, donc, c'est moi. Je te dis toujours que c'est mon enfant bêta. Dans le sens, tu vois, c'est ma version test. Et donc, je dis toujours aux autres, vous n'avez pas de chance parce que je vais être plus sévère avec les 3 autres, parce que je sais ce qui a potentiellement été nocif. L'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux. Je l'ai autorisé pour moi beaucoup trop tôt à ma fille. Je l'ai autorisé à partir de 13 ans. J'aurais jamais dû. Et donc, je vais être beaucoup plus intransigeante avec ça, avec mes 2 petits garçons. Les contenus courts, shorts, reels, compagnie, TikTok, c'est totalement interdit pour mes fils. Ça ne l'est pas pour ma fille parce qu'en fait, trop tard, j'ai accepté à un moment donné, elle est dedans. Et donc, je peux plus faire marche arrière, quoi. C'est très compliqué. Ouais. Et puis voilà, c'est une fille. Donc, il y a ce truc aussi. Les garçons sont moins intéressés aussi par ça. En tout cas, ma fille l'est beaucoup plus. Mais il y a plein de choses que je regrette. Il y a plein de choses que je regrette, que j'ai acceptées, que j'aurais pas dû accepter. Et donc, je vais être intransigeante avec les 3 autres, quoi. Peut-être que Charlie Jane, elle aura un téléphone quand elle aura 16 ans. Et... À sa majorité. À sa majorité. Non, parce que je vais pas tomber dans une extrême. Non, mais évidemment. Mais voilà, j'ai fait, comme tout parent, il y a des moments où je fais des erreurs. Il y a des moments où je me dis, j'aurais pas dû dire ça, ou j'ai été trop dure, ou j'ai été trop piquante. Mais vous en rediscutez toujours après? Toujours. Mais voilà. Voilà, toujours. Et je n'ai vraiment pas de problème à m'excuser auprès de mes enfants. Ça. Si j'ai dit quelque chose, je me dis, peut-être que je l'ai blessé dans la manière dont je l'ai dit, ou peut-être que j'ai été trop dure, ou peut-être que ça a touché mon ego à moi, et donc j'ai pas été dans quelque chose de bienveillant et de constructif. Je vais toujours revenir après, et je vais dire, ok, on se pose, on discute. C'est ça. Et s'il faut que je prenne 3 heures sur ma soirée, plutôt que d'aller me poser dans le fauteuil avec Simon pour regarder un épisode sur Netflix, je vais prendre mes 3 heures, et Dieu sait qu'il y a des soirées que je passe à discuter vraiment avec mes enfants. Finalement, c'est des moments hyper riches, hyper qualitatifs aussi, même si c'est parfois un peu compliqué parce qu'on parle de choses, de conflits. Mais c'est crucial, en fait. C'est crucial parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas ces discussions-là et si on ne peut pas à chaque fois refaire une remise à niveau et réouvrir une nouvelle page en s'excusant et de parler aussi de nos vulnérabilités en tant que parents. De dire à tes enfants, en fait, je suis désolée, pour l'instant, je suis fatiguée parce que j'ai ça, ça, ça et ça. Et on est une équipe, on doit fonctionner ensemble, mais si tu fonctionnes pas avec moi, en fait, je peux pas fonctionner correctement aussi. Et c'est de les impliquer, de leur donner cette responsabilité. C'est quelque chose que je vais faire beaucoup plus avec Charlie. J'ai eu tendance avec mes 3 premiers enfants à être trop, et je l'étais aussi dans ma vie de couple, à tout faire pour tout le monde. C'est ça. Moi, je suis vraiment la personne... c'est les autres en premier. People pleaser, oui, c'est moi. Ouais. C'est people pleaser, c'est écrit sur ma tête. Et je vais tout faire. Et tu sais pas couper ta viande, je vais couper ta viande. En français, le mot est pas beau, mais c'est un mot que j'utilise. Enfin, j'ai écrit un texte et j'écrivais, je voulais être la servante finalement. Tu vois, vraiment. Mais c'est horrible en français, mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est de servir les autres, servir sa famille. C'est ça. C'est dur. C'est vraiment ça. C'est très compliqué avec mes 3 plus grands parce que j'essaie de sortir de ce rôle mais c'est vrai, parce que le nombre de fois que j'ai dit bon les gars, je suis pas votre boniche, quoi. C'est ça. Le nombre de fois que j'ai dit ça, mais je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Je peux pas en vouloir à mes enfants. Non. Parce que je me suis donné ce rôle de boniche, très clairement à la maison. Je l'ai accepté. Je l'aimais même bien, ce rôle-là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Finalement, c'était même un rôle que tu cherchais, en fait, à la base, sans comprendre après les conséquences X années plus tard, ou quand on a 4 sur les bras, en fait, c'est pas possible. Bien sûr, et de nouveau, je pense que la blessure de l'abandon, elle revient à la charge. Parce que pourquoi est-ce que tu veux être le people pleaser de tout le monde? Tu veux être aimé. Tu veux être aimé. Tu veux surtout pas que tes enfants disent un truc négatif de toi. T'es une maman divorcée, donc t'as pas envie que quand ton enfant il aille chez son papa et dise moi j'ai pas envie d'aller chez maman parce que chez maman il y a des règles, il y a ceci, il y a ça et maman a ceci. Et donc tu veux juste que tout se passe bien et que personne ne soit froissé. Sur toi surtout. Oui. Et en fait tu ne rends pas service à tes enfants en faisant ça, clairement pas.
Non, mais c'est pas facile. Mais merci en tout cas encore une fois d'avoir partagé cette petite masterclass. Et encore une question que je voulais te poser. Est-ce que tu te sens parfois coupable d'avoir mêlé ton image de personnage public à ta vie privée, d'avoir tout mélangé? Est-ce que ça a parfois eu des conséquences sur tes enfants ou est-ce que tu redoutes certaines choses? Je me suis même posé la question de est-ce qu'ils sont dans des écoles privées pour pouvoir les préserver? Non? Non. On a eu une discussion comme ça à table il y a pas si longtemps avec la famille de Simon qui me disait oui mais bon parce qu'on parlait justement de la visibilité des enfants etc. Et il me demandait mais pourquoi est-ce que tu as choisi de montrer tes enfants à tout le monde. Et j'ai vraiment été dans l'analyse de moi-même, tu vois, j'ai vraiment été réfléchir, ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, quand on voit dans mon parcours d'enfant, moi j'ai travaillé comme mannequin, j'étais tout bébé, petite fille, ma sœur a travaillé comme mannequin, j'étais dans la chanson, enfin, j'ai grandi en étant un enfant qui était dans la lumière. Oui. Et ça m'a jamais posé de problème, ça n'a jamais eu un impact négatif sur ma personne ou sur ma vie, à partir du moment où mes parents étaient vraiment bien derrière moi C'est ça. et où je n'ai fait que des choses que j'avais envie de faire. Ça n'a jamais été un souhait de la part de mes parents. Donc, j'ai un rapport très sain C'est ça. avec la notoriété. Et comme un enfant qui jouerait dans un film ou dans une série ou qui ferait de la publicité à la télévision, enfin, tu vois, on a tendance à diaboliser À fond. la visibilité des enfants sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. Mais quand tu allumes TF1 et que tu regardes les pubs, il y a des enfants dans toutes les publicités. Et ça, c'est OK. Tu regardes dans tous les films, il y a des enfants dans tous les films. Tu regardes dans les séries, il y a des enfants dans toutes les séries. Il y a même des enfants, enfin, les films pour enfants avec des enfants, où il n'y a que des enfants acteurs. Là, c'est tout à fait OK. Mais chez nous, c'est diabolisé. Et pourquoi c'est diabolisé? Parce que, de nouveau, ça n'est pas assez contrôlé et ça n'est pas assez cadenassé. Et il y a des parents qui font n'importe quoi. On a vu, je prends le cas de Ruby Frank aux États-Unis, des parents qui maltraitent leurs enfants, des parents qui utilisent leurs enfants. Il y a eu aussi ça dans le cinéma, mais ça a été un peu plus ausculté, tu vois. Occulté, pardon. Ça a été un peu plus occulté, tandis que chez nous, c'est souvent mis en avant les déboires de ces nanas sur Snapchat et compagnie qui mettent leurs enfants à outrance. Et donc, en fait, ceux qui font les choses bien, parce que j'estime que je fais les choses bien et que je suis saine dans cette relation de notoriété avec mes enfants, ben, on est parfois un peu mis dans le même sac. Moi, j'ai des principes avec mes enfants sur les réseaux sociaux. C'est un enfant reste un enfant. Il ne doit surtout pas être sorti de son cadre d'enfant. Donc, moi, excuse-moi, mais les photos de petites filles qui sont habillées comme des petites madames avec des petits sacs Chanel et du make-up, c'est un no-go total. Les mini-miss aux États-Unis, c'est un no-go total. À partir du moment où l'enfant peut être sexualisé, c'est problématique pour moi. Mais alors, on va me dire, oui, mais aujourd'hui, on sait très bien que les prédateurs sur Internet, ils n'ont pas besoin d'une petite fille qui est sexualisée. Une petite fille à la plage avec sa famille, ou même avec un petit t-shirt et un short, ça suffit amplement. Oui, très bien. Tu veux que je te donne les chiffres de ce qui se passe au niveau de cette problématique-là? C'est principalement intrafamilial, à l'école et extrascolaire. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est un oncle, un frère, un cousin, c'est un prof de sport, un coach. C'est là le réel danger. Donc je fais quoi? Je mets plus mes enfants à l'école? Tu vois? Je peux pas partir dans un délire comme ça. Je peux pas partir dans un truc il y a quelqu'un qui va prendre une photo de mon enfant et qui va en faire un truc. Parce qu'alors, je deviens parano et je mets plus mes enfants à l'école. Et si le prof de sport de ma fille, c'est un homme, je le mets pas au sport. Enfin, tu vois? On peut partir dans ce genre de délire-là aussi. Donc, je préfère pas me voiler la face, mais me dire aussi, j'ai peut-être, en tant que personnalité publique, avec des enfants qui sont connus, plus de chances que mes enfants ne se retrouvent pas dans des trucs vraiment dégueulasses, parce qu'on risque de les reconnaître et ça risque d'arriver plus vite aux oreilles de la police, parce que, oh putain, on a reconnu les enfants de Gilles, parce que le contenu a été détourné, ou il a été utilisé, ou on a utilisé la tête d'un de mes enfants, on l'a mis sur un contenu en intelligence artificielle. Souvent, on m'a dit, je pense que tu as moins de risques que ça t'arrive parce que tes enfants sont connus. Oui. Et tu n'as pas plus de risques reconnaissables. que des gens qui ne sont pas connus. J'ai pas plus de risques non plus. Donc voilà, je comprends et je suis tout à fait d'accord avec les parents qui ne veulent pas et qui veulent vraiment préserver leurs enfants au maximum. Et c'est très bien et c'est tout à fait OK.
Je voudrais juste pas qu'on diabolise le fait que moi, C'est ça. les rends visibles parce que moi, j'ai grandi là-dedans et ça me pose pas de problème. Et que surtout, alors on va me dire, mais pourquoi tu le fais? Quelle est la raison que tu le fasses? Mais en fait, mes enfants, grâce à mon métier, vivent des expériences de vie extraordinaires qu'on ne pourrait pas se permettre si on n'avait pas cette visibilité en tant que famille. Si j'avais juste Silent Jill, ma chaîne Silent Jill, Oui. avec le paranormal et choses comme ça, ben en fait, on pourrait pas avoir des opportunités de vivre des voyages, des expériences, des activités. C'est ça. En fait, ils vivent des expériences de vie qui sont hors normes et que jamais dans une vie plus classique, je n'aurais la possibilité de le offrir, faire ouais. de cette manière-là. Oui, je comprends. Donc Non, voilà. je comprends. Et les gens sont principalement bienveillants autour de toi quand tu vas déposer les enfants. On ne prend pas en photo, Non. on ne vient pas t'accoster. Enfin, Non. c'est devenu la normalité. Et Jill, c'est une maman de l'école, t'es une maman comme les autres. Oui, j'ai pas Ouais. du tout ce problème-là. Souvent, quand je suis avec les enfants, c'est très, très rare qu'un abonné vienne me demander une photo. Souvent, il m'envoie un petit message après en disant « Tu étais en famille, donc je n'ai pas osé venir te demander c'est une ça. photo. » Par exemple aussi, ça c'est très important de le dire, mais j'ai eu 2-3 messages qui m'ont un petit peu troublée dernièrement parce qu'on me disait on voit ton favoritisme avec tes enfants parce que tu Oui, j'avais montres vu moins ça. James. Oui, alors que tu avais simplement expliqué que lui demandait à ne plus être exposé. Mais Et c'est en fou, fait, ça. de nouveau, dans je respecte mes enfants et je suis saine dans la manière dont je gère la visibilité de mes enfants, c'est que quand mon fils demande à ne pas être filmé, en fait, je C'est respecte ça. son choix. Et donc, non, je ne montre pas Ah moins bon, mais tu n'as pas James. de préférence. Oui, parce que je suis, comme la dame l'a dit en commentaire sur YouTube, je suis une mère perverse narcissique Ah oui. qui, on voit très bien que pauvre James est le bouc émissaire de la famille et comme je le montre moins, c'est le sous-fifre Ah, le le sous-fifre. sous-fifre Ah oui, de la carrément. famille. Alors Le qu'en fait, à sous-fifre, chaque mon fois Dieu. que James me fait ça, Rémi ne le met pas au montage et je ne le montre pas. Et je lui demande, est-ce que c'est OK que je te filme? Est-ce qu'on peut faire une scène où on est tous ensemble, où on est à table? Est-ce que c'est OK que je pose la caméra? Il y a des moments où, par exemple... C'est assez rare, mais il y a des moments où on voit que Bella elle a un smiley sur son visage. Oui. Elle n'est pas maquillée, elle a ses elle a cheveux pas pas faits, envie. elle n'a pas envie, elle est ado, je comprends. Mais voilà. Je lui mets un smiley sur le visage Et c'est OK. et c'est OK. Oui. Mais c'est Merci pas parce que beaucoup. j'aime moins Mais Bella ou c'est James, ça. c'est juste parce que je respecte mes enfants en fait. J'espère que ça sera Et si un jour mes enfants me disent on veut plus du tout faire les vlogs, ben je ferai plus des vlogs Non. en fait, je ferai autre chose Mais sur ma bien chaîne. sûr, tu vas te réinventer, tu vas faire d'autres J'ai choses, tu vas zéro parler problème d'autres avec ça. choses, mais évidemment. Zéro problème avec ça. Mais bien sûr. Est-ce que y a quelque chose en particulier que tu aurais envie de partager en dehors? Ça peut être pas forcément les enfants, ça peut Non. être n'importe quoi. Oh, j'ai tellement de choses que j'ai envie de partager. Mais oui, si je devais clôturer ce podcast, c'est de vraiment, aujourd'hui plus que jamais, et surtout avec les réseaux sociaux, il faut qu'on réapprenne la bienveillance Pourtant, c'est un entre mot nous. qui est super à la mode. Hein. Il est à la mode, mais c'est bullshit, quoi. Hein. Sorry, mais c'est vraiment... C'est bullshit de chez bullshit. Moi, je trouve que c'est de plus en plus anxiogène. Moi, je ne vais quasiment plus sur TikTok tellement c'est dramatique là-dessus. Et c'est dramatique parce que ce sont des jeunes qui ne sont pas drillés par leurs parents sur les réseaux sociaux. Oui, ils sont en roue libre totale. Ils sont en roue libre totale. Il faut aussi... On est en train de plus en plus de perdre la nuance des choses. à fond. S'il vous plaît, réapprenons à avoir de la nuance. Mhm. Tout n'est pas noir, tout n'est pas Mais à blanc. fond. Il Avec n'y ce a qui se pas passe un aussi- victime, ouais, un non, bourreau. En fait, c'est terrible, c'est terrifiant, mais aujourd'hui, c'est vraiment, tu es victime, tu es bourreau. Tu es ceci, tu es cela. Mais on ne va plus chercher le pourquoi du comment. Mais après, je pense aussi, après là, on va encore rentrer dans un débat, on va essayer de faire ça court, mais je pense qu'en fait, ceux qui prennent la parole, c'est souvent les extrémistes aussi. Ouais. Les gens modérés, les gens du milieu, en fait, du centre, ces gens-là ne prennent pas la parole parce que, pas qu'on est au-dessus de ça, mais tu vois, moi, je commente rarement, par Ouais, exemple. ouais, exactement. Je commente rarement, j'ai rarement des avis. Enfin, tu vois, je consomme beaucoup de contenu. Je vais pas faire la meuf qui n'est jamais sur les réseaux, c'est faux. Mais tu vois, je regarde, ça me fait sourire. Mais pute, en fait, tu Ouais. vois, super. Je pense que j'intègre énormément les informations, mais je vais jamais, je te jure, je pense que je n'ai jamais mis un commentaire négatif. La seule fois où j'ai mis un commentaire où je me suis dit, mais là, justement, parce que c'était un truc très extrémiste, c'était quelqu'un qui faisait une propagande autour de Trump et quelqu'un dans mon entourage. Et en fait, je l'ai interpellé en lui disant, mais
frère, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire, en fait? Et après, il m'a appelé, on en a discuté, etc. Et ça, c'était bienveillant. Mais comme tu dis, c'est de la nuance. Et arrêter de juste vouloir donner son avis tellement extrême. Oui. Parce que les jeunes se nourrissent de ça. Et C'est ils ça. voient effectivement, comme tu dis, que le noir ou le blanc. Et c'est pas du tout OK. Non. Ouais, bref, bon, j'ai coupé ta conclusion, du coup. Non, mais c'est très bien, c'est exactement ça que je voulais dire, quoi. Donc, non, c'est parfait. Et alors, j'ai envie de terminer par la même question que j'ai posée à Simon. Comment tu vas? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Et c'est marrant parce que je regardais un épisode, parce que j'adore les Kardashian, excusez-moi, c'est mon petit péché mignon. J'adore aussi. Et j'adore Khloé Kardashian, que je trouve extraordinaire comme femme. Et elle disait, j'ai trop hâte d'avoir 40 ans. Oui. Et mes 40 J'ai ans, vu cet épisode. ça va être un nouveau départ, quoi. Eh ben, je le vois exactement comme ça. Et donc, avant, j'avais ce truc de, ah, punaise, je vais avoir bientôt 40 ans. Mais non, j'ai envie d'avoir mes 40 ans parce que je sais qu'à partir de mes 40 ans, ça va être fou. Ah ouais. Ça va être fou. C'est déjà très cool, mais ça va vraiment être fou. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Merci Merci, Axel. beaucoup pour cet épisode. C'était trop bien. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré, d'avoir pu encapsuler ton histoire. Et j'espère que tu es satisfaite du contenu. Oui, c'était trop cool. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Planète Daron et je voudrais encore remercier Vertical Studio pour leur accueil et de soutenir ce podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, touché, inspiré et peut-être même un peu bousculé. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous abonner si vous êtes sur YouTube, c'est juste en bas. Et alors, sur votre plateforme d'écoute préférée, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. C'est la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir le podcast. Bref, faites tout ce qui fait vibrer l'algorithme. Merci d'être là, cœur sur vous et surtout, prenez soin de vous. Vraiment, soin de vous, c'est important. À très vite pour un nouvel épisode Axe.